commencer par faire l'appel. Olivier Klein, s'il vous plaît. Olivier Klein présent, Samira Taïd présente. Mélie Galère m'a donné le pouvoir à Zaya Jbouzen, Mariam Sissi présente. Faisal Boïcha a donné le pouvoir à Jamila Bekaï, Marie-Florence de Prince, jumeau de l'Esprit, Jamila Bekaï, Alain Aslan, Zaya Jbouzen, Stéphane Testé, Al-Jarnin Perru qui est un peu en retard, et en attendant, elle a donné le pouvoir à jumeau de l'Esprit. Maurice Manoir est là, Dunia Abdelwabi est là, Sylvie Charlayan a donné le pouvoir à Dunia Abdelwabi, Sally n'est pas encore là, Mania Magonda a donné le pouvoir à Stéphane Testé, Mohamed Dagwani est là, Issita Sissoko est là, Wassim Benari est là, Sana Jaouni n'est pas là, Samia Mesdour a donné le pouvoir à Sally, mais pour l'instant il n'est pas là. Donc Sally est là, Mamouna Sina est là, Naofal Messi a donné le pouvoir à Cyril Angelo, Lucie Delormeau a donné le pouvoir à Florence de Prince, Sacha Petlikov a donné le pouvoir à Céline Tostini, Mérina Putar a donné le pouvoir à Samia Taïdi, Cyril Angelo est là, Céline Tostini est là, Roger Kesseler est là, Abdelali Méziane est là, Delphine Schmidt absent, sans pouvoir. Diop Eladj absent, sans pouvoir. Linda Carluche absent, sans pouvoir. Mathieu Dubuisson absent, sans pouvoir. Ce conseil est enregistré. Nous avons un petit problème technique, donc il ne sera pas diffusé en direct, mais l'enregistrement sera mis en ligne dès demain. De toute façon, nous sommes revenus dans des conseils municipaux en public. Ah, pardon, c'est pas marqué. Donc, Linda Kiardouche a donné le pouvoir à Ali Méziane. Excusez-moi. Y a-t-il des questions, des remarques sur le procès verbal du conseil municipal du 7 mars? Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Il est donc approuvé. C'est un vrai oiseau ou c'est un délire? Ah, c'est Roger. C'est un petit oiseau. Alors, de manière exceptionnelle, nous allons commencer par une des dernières délibérations, celle sur le rapport d'activité de notre territoire Grand Paris Grand Est. Et je remercie son directeur général du service, Stéphane Lehaut, d'être venu nous présenter ce rapport d'activité. Vous savez, un certain nombre de compétences importantes ont été transférées au fur et à mesure à notre territoire. Certaines datent de l'époque de la communauté d'agglomération, d'autres ont été rendues par le PT comme la restauration collective. Néanmoins, beaucoup de compétences sont extrêmement importantes, l'eau, l'assainissement, le développement économique, la politique de la ville, le renouvellement urbain, l'habitat, l'eau, l'assainissement, je l'ai dit, les déchets qui est une grosse compétence, si j'ose dire. Et donc, puisque jusqu'à preuve du contraire, Stéphane ne fait pas partie du conseil municipal, je vais suspendre la séance pour lui donner la parole, vous permettre de répondre éventuellement à ces questions, et puis nous reprendrons la séance au moment où nous donnons on prend acte que nous avons eu une présentation du rapport d'activité. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait aussi formellement, mais ça nous a semblé important. C'est légal, on est obligé de le faire. Et avec Stéphane, on a pensé que c'était bien que un peu de temps pour qu'il nous le présente, parce que les compétences transférées, celle que je cherchais, c'est celle du PLUI sur lesquelles on travaille, qui est aussi une compétence extrêmement importante. Les compétences d'aménagement ont été transférées. Donc la séance est suspendue. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. C'est toujours un moment un peu émouvant pour moi quand je reviens dans cette salle, dans cette ville, mais c'est toujours un immense bonheur. Alors, l'exercice est toujours un peu acrobatique et compliqué parce que je vais vous présenter le rapport d'activité 2022 en pointant 2024. Donc, évidemment, ça donne l'impression d'être un rapport un peu réchauffé par rapport à
que je vais essayer, c'est quand même de vous le mettre un peu en perspective pour que ce soit d'abord plus vivant et plus intéressant, et puis pour que voilà, on ait à la fois l'activité de l'année 2022 qui a été une année importante, parce qu'on a essayé de remettre un certain nombre de choses à plat, et puis d'essayer de voir un peu comment, sur un certain nombre de politiques publiques, les choses s'enchaînent. Je ne vais pas revenir sur les compétences, puisque d'abord Olivier vient de les donner, vient de les citer, et donc la difficulté du territoire, elle réside principalement dans le fait d'avoir énormément de compétences, autant qu'une communauté d'agglomération classique, mais le problème c'est qu'elle n'a pas le statut, le territoire n'a pas le statut de communauté d'agglomération. Puisque vous savez que le système métropolitain dans lequel nous sommes est un système à 2 étages, totalement atypique, totalement particulier à Paris, en tout cas au Grand Paris. C'est-à-dire qu'on a une métropole, mais qui n'est pas une métropole de droit commun, donc qui a un certain nombre de compétences, et qu'elle partage ces compétences avec les territoires, puisque entre le gouvernement et les élus locaux, au moment où la métropole s'est mise en place, comme il n'y avait pas d'accord, il y a eu un compromis pour faire ce système à 2 étages qui est compliqué pour vous tous, illisible pour les citoyens, et qui nous demande finalement des acrobaties permanentes, puisque là où déjà dans le reste de la France, chaque commune est dans une intercommunalité, nous, chaque commune est dans 2 intercommunalités. Voilà. Donc ça rend pas les choses faciles, puisqu'il faut toujours essayer de comprendre qui fait quoi entre la métropole et les territoires. Et pour les territoires, ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'on n'a pas un statut de PCI à fiscalité propre, d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais on a un statut plutôt de syndicat à vocation multiple, mais avec les compétences d'un EPCI à fiscalité propre. Voilà, donc on en a beaucoup, et nos ressources sont limitées, et nous partageons la fiscalité économique avec la métropole. Et normalement, la loi fait que nous aurions dû rendre la fiscalité économique à la métropole, mais pour l'instant, nous nous battons dans chaque loi de finances pour essayer de la conserver. Et je ne sais pas combien de temps ça durera. Voilà. Le territoire et ses élus, ça vous le savez, le conseil territoire c'est 81 conseillers territoriaux, le conseil municipal de Clichy-sous-Bois a 5 conseillers territoriaux, il y a un bureau exécutif, il est composé essentiellement des maires des communes du territoire, c'est pas la loi. C'est une pratique qui a été décidée ici par, on va dire, par les communes, mais ce n'est pas écrit dans les textes. N'importe quel conseiller du territoire pourrait être membre du bureau exécutif. Voilà. Mais le choix qui a été fait ici depuis la création du territoire, c'est que sont membres du bureau exécutif, donc c'est une règle non écrite, les maires, et il est présidé par Xavier Lemoine, et donc Clichy-sous-Bois a une vice-présidence, comme l'ensemble des autres villes du territoire, et qui est concentrée sur les compétences d'emploi et d'insertion essentiellement, là où en plus on hérite un certain nombre de politiques publiques qui avaient été mises en place par la communauté d'agglo de Clichy-Montfermeil quand elle existait, quand elle préexistait au territoire. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est important d'avoir cette compétence, c'est qu'on est sur des compétences qui évidemment sont essentielles pour les communes et la commune de Clichy, et qui en même temps ont été mises en place du temps où Clichy-Montfermeil était en intercommunalité. Alors c'est quoi un peu ce territoire? C'est en gros un budget d'une centaine de millions d'euros en fonctionnement et sur le budget principal. C'est une capacité d'investissement sur le budget principal d'une dizaine de millions d'euros. Et puis après on le verra sur l'assainissement, c'est un budget annexe très important parce que là on est quasiment aussi à 100 millions d'euros. Mais là les choses sont inversées, on a plutôt une vingtaine de millions d'euros en fonctionnement et 80 en investissement. L'année 2022, pour vous raconter l'histoire un peu et que ce soit un peu plus vivant, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est battu sur les ressources. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu depuis cette communauté d'agglomération, depuis ce
territoire a été créé en 2016, c'est que il a beaucoup vécu sur, évidemment, les ressources issues de la communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Et Clichy-sous-Bois-Montfermeil a transféré, évidemment, toutes les compétences que la communauté d'agglomération existait, modulo la restauration collective qui a été reversée aux communes. Et les villes qui n'étaient pas en intercommunalité, les 12 autres, elles sont arrivées en interco et elles n'ont voulu, si vous voulez, verser de l'argent que pour les compétences qu'elles ont transférées, mais elles n'ont jamais voulu, on peut le dire comme ça, participer au financement même de la structure. En disant, nous, on est sur un principe, on ne transfère que les dépenses qu'on a transférées, et le reste, vous vivrez avec les ressources issues de la fiscalité ménage additionnelle qui était versée par Clichy-Montfermeil. Vous vivrez avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et puis vous vivrez aussi avec la dynamique fiscale de l'impôt économique. Et c'est tout. Ce qui ne respectait pas la loi, puisque les communes doivent participer au financement du territoire, toutes de la même façon. Et donc, ce travail n'avait finalement jamais été fait ou fait de manière un peu aléatoire. Et donc, ce qu'on a, et on était dans une espèce de contradiction, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce en 2022, de vent de révolte d'un certain nombre d'élus et de politiques qui disaient finalement on ne fait que des choses pour Clichy-Montfermeil et donc on paye pour Clichy-Montfermeil. Mais c'était pas vrai. C'était pas vrai, c'est-à-dire que si vous voulez, Clichy-Montfermeil évidemment a des compétences, les villes bénéficient de compétences plus importantes parce qu'elles ont transféré de la clo qui était plus importante. Mais le financement du territoire, maintenant, devait être fait à 14. Et donc, on a essayé de faire un exercice de mise à plat pour lever les doutes des uns et des autres, pour remettre des chiffres en face de la réalité des dépenses et des recettes, et pour essayer d'arriver vers une contribution beaucoup plus équitable des uns et des autres. Et ça a pris 6 mois, on y est parvenu. Comme ça a permis aussi de lever cette espèce de mythe qu'à un moment donné, tout était financé pour Clichy-Montfermeil et ça a permis à tout le monde, je crois, de sortir de ce débat-là, c'était pas neutre, je trouve. Et donc de remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et on a abouti en octobre avec une CLEC, une commission locale d'évaluation des charges, où on a recalculé les contributions des 14 communes. Et vous avez des communes qui ont augmenté très sensiblement, de 300% leur contribution. Et on est arrivé comme ça à quelque chose de plus juste. Pas à quelque chose de parfait, mais à quelque chose de plus juste, qui fait que ça peut maintenant, au moins, tout le monde sait ce qu'il paye, tout le monde sait comment ça fonctionne, et il n'y a plus de mythes entre les uns et les autres sur le financement de ces territoires et à qui ils profitent ou à qui ils ne profitent pas. Voilà. Donc ça a été, ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est un travail que nous avons fait, qui a beaucoup mobilisé les administrations financières, les directions générales des services, notamment Olivier qui est derrière moi. On a essayé, au moins à travers ce travail, d'essayer de rendre les choses à la fois plus transparentes et plus justes. Et je pense qu'on y est quand même, on y est plutôt parvenu. Donc le territoire, c'est à peu près 200 agents. On a 250 emplois créés au tableau des effectifs, mais on a pour l'instant, il nous en manque un certain nombre qu'on recrute avec le temps. Et moi, j'ai préféré qu'on recrute une fois qu'on était sûr d'avoir les recettes et que on s'était assuré que justement le fonds de compensation d'échange territorial soit au rendez-vous pour ne pas commencer à faire des dépenses sans avoir les ressources pour les financer. Et donc voilà. Et donc c'est une administration, plutôt une administration de mission, puisque nous avons très peu d'équipements en gestion, en dehors des équipements sur le territoire de Clichy-Montfermeil, c'est-à-dire la maison des États, la maison des services publics, Ecopol, avec
et on a réussi à obtenir la nouvelle génération de fonds européens pour les années 21-27. Et donc on dispose encore pour cette période-là d'une enveloppe de 7,1 millions d'euros pour financer les projets soit du territoire, soit des communes. En 2022, ce qu'on a lancé aussi, c'est que, évidemment, on n'a pas de volonté de communiquer auprès des habitants à travers des journaux comme les villes peuvent le faire, mais par contre, on essaye de développer maintenant une communication plutôt numérique, et donc le travail qu'on a lancé, c'est de la refonte du système du site internet, et surtout la mise en place sur le site internet d'une capacité à avoir une gestion avec des usagers directs, c'est-à-dire par exemple sur les commandes de bac pour les déchets, et puis au fur et à mesure pour les prises de rendez-vous à la maison des services publics, à Défi, pour qu'on puisse aussi après en eau et en assainissement pouvoir commander ses certificats quand on vend sa maison. Voilà, ce qu'on va essayer, c'est de développer au maximum les démarches en ligne. On puisse faire des liens avec les villes. Sur l'aménagement, qui est une compétence extrêmement importante, on vous a remis pour mémoire ce qu'on porte comme étude ou comme opération. Et donc, il y a toutes les actes qui sont faites sur le territoire, sur l'ensemble des 14 communes, ce qui est assez important. Elles sont plus ou moins importantes. Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi un certain nombre d'études. Là, par exemple, ici, on porte l'étude sur le pôle gare Clichy-Montfermeil, sur la future gare de la ligne 16, et notamment sur l'aménagement qu'il devrait y avoir en matière de gare routière une fois que le métro va arriver. Donc ça, c'est en ce moment ce qu'on fait. L'assainissement, c'est un chantier énorme, puisque dans le cadre des Jeux Olympiques, vous savez que un certain nombre d'épreuves de natation doivent se dérouler dans la Seine. C'est l'engagement qu'a pris la France et la ville de Paris. C'était un des éléments attractifs de la candidature de Paris pour 2024. Sauf que pour que la Seine soit propre, il faut aussi que la Marne le soit. Et pour que la Marne le soit, il faut qu'il n'y ait plus d'eau usée qui se rejette dans la Marne. Et la difficulté, c'est que sur un grand nombre de villes du territoire, il y a encore des quartiers entiers où les gens sont branchés sur le réseau d'eau pluviale et le réseau d'eau pluviale se déverse dans la Marne. Donc on a lancé un grand plan d'opération qui porte sur plus de 200 millions d'euros, qu'on essaie de faire dans les délais. Alors on n'arrivera pas à tout faire pour juillet 2024, mais on avait 27 km de réseau d'eau usée à créer. À l'heure où je vous parle, on en a créé à peu près 17. Je pense qu'au moment des Jeux Olympiques, on aura créé 20 ou 21. Et ça, c'est déjà considérable, mais le plus difficile, c'est de convaincre les riverains de se brancher à ce réseau. Parce que légalement, ils ont 2 ans pour le faire. Voilà. Une fois que les travaux ont été réalisés. Et donc, avec l'Agence de l'eau, on met en place des subventions importantes pour que ces riverains, ça se monte théoriquement jusqu'à 6 000 euros, pour qu'ils puissent, ils ont des subventions pour se brancher. Donc, en ce moment, pour des gens, ça peut être gratuit.
climat énergie territorial, avec un certain nombre d'actions, et ce qu'on essaye, c'est voilà, essayer de renforcer les actions qui sont mises en œuvre, de les mettre en complémentarité des villes, et de mobiliser un peu l'ensemble des acteurs dans le cadre de ce plan climat énergie. Sur l'habitat, on essaye de faire des choses de plus en plus importantes. On a fait un grand diagnostic des copropriétés sur le territoire. Et puis, on lance un certain nombre d'opérations d'amélioration, évidemment, dans un certain nombre de villes. C'est une problématique ici qu'on connaît par cœur. Et la nouveauté, c'est qu'au Conseil de territoire de mardi dernier, pour la première fois, on a voté en investissement une enveloppe d'1 million d'euros pour aider les copropriétés, notamment, et les maisons et les gens qui font les travaux d'amélioration de l'énergie, enfin de réduction des gaz à effet de serre dans leur logement. Voilà, on a lancé cette enveloppe, on va définir bientôt le règlement de ce fonds, mais c'est la première fois qu'on met en place, j'ai envie de dire, un fonds territorial en matière d'habitat. Sur les transports et les mobilités, qui est un sujet crucial, on a, en 2022, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voté notre contribution au CPER, au contrat de plan État-région 21-27, et donc on s'est fortement mobilisé sur le prolongement de la ligne 11, qui va s'arrêter, l'inauguration en juin, va acter le premier prolongement des Lilas, mairie des Lilas jusqu'à Rosny-sous-Bois, au centre commercial Rosny 2. Et nous, on se bat pour que ça aille maintenant de Rosny 2 jusqu'à Noisy-le-Grand, voilà, Mont-d'Est, et que ça puisse, parce qu'on voit bien que le territoire va maintenant être est plutôt pas mal desservi, soit par le A, mais au centre, il n'y a aucune infrastructure d'eau. Et donc, on veut bien construire beaucoup de logements, mais s'il n'y a pas d'infrastructure pour rejoindre les pôles d'emploi, les pôles culturels, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on se bat sur le prolongement de la 11, on se bat aussi sur le TZN, sur la nationale 3, là, le bus à haut niveau de service qui devrait se substituer au bus existant pour aller plus vite. Pareil, jusqu'à la ligne 5 à la porte de Quentin. Et on se bat, pour l'instant il est prévu jusqu'à Pavillon-sous-Bois, à la gare de Pavillon-Gargan, et on se bat pour que cette bus sur cette ligne aille jusqu'à Bouillard. Voilà, donc ça c'était une contribution importante. En matière de proximité, la grosse compétence c'est des déchets, puisque évidemment le territoire traite pour le compte des 14 communes. Alors le traitement il est opéré par le CITOP. On a adhéré à ce syndicat métropolitain. Et pour la collecte, c'est le territoire qui l'organise. En 2022, un nouveau marché a été passé pour collecter les ordures ménagères. Donc on a essayé d'optimiser un peu les choses et d'améliorer le service. On a engagé, donc ça s'est traduit notamment en fin d'année dernière par la mise en place de la collecte du verre dans le pavillonnaire à Clichy-sous-Bois. Et puis, ce qu'on a fait aussi, qui n'avait pas encore été fait, c'était d'harmoniser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui variait presque du simple au double des villes. C'est-à-dire que vous aviez des villes qui avaient un taux d'un peu plus de 5%, puis vous aviez des villes, comme ici, de mémoire, qui étaient plutôt à 10, dans l'entour de 10. Et donc, en 2002, on a décidé, d'harmoniser, et on avait décidé d'harmoniser sur un taux aussi de 8%. Et finalement, après les divers prospectives budgétaires qu'on a pu mener, on s'est rendu compte qu'on pouvait descendre un peu encore. Et donc le taux cible qui a été voté mardi dernier, c'est 5%.
Sur défi, sur l'emploi et l'insertion, on a réussi en 2022 à être lauréat de l'Agence locale de l'insertion. On a été la seule collectivité agréée par le département, donc ça on était plutôt content, et donc on va pouvoir poursuivre et amplifier les actions qui sont menées vis-à-vis des bénéficiaires du RSA notamment. Et alors l'ANI maintenant couvre aussi Couron, c'est plus que Clichy, on fermé, c'est Clichy, on fermé Couron, et les autres du territoire sont aussi normalement couvertes par des ANI, mais elles sont sous la forme associative et pas sous la forme, elles ne sont pas pilotées que par la collectivité, ou en tout cas les collectivités ont un rôle moins important qu'on peut l'avoir. Et voilà, je vous ai dit à peu près l'essentiel de ce qu'on avait fait dans cette année 2022, qui était une année donc un peu de transition et de relance des choses. Et l'idée, c'est qu'évidemment, on continue d'accélérer sur un certain nombre d'opérations, de compétences. On a toute une réflexion à lancer sur la mobilité, justement sur les pôles gares, autour des pôles gares notamment. Voilà. Et puis, ce qu'on essaye, c'est d'augmenter notre capacité d'investissement. On a retrouvé un peu des marges de manœuvre, et notamment pour être beaucoup plus actifs sur toute la compétence habitat qui est déterminante. Alors, je vais pas être ici, on compte la compétence renouvellement urbain. Donc, ici, il y a l'ORCOD qui est porté par les FIF directement, et puis il y a les Bois du Temple, l'opération de l'émission urbaine Valcoto, et puis on a l'opération de Vinon-Bondy, qui est intercommunale, aussi sur laquelle on exerce le pilotage. Voilà, et ce qu'on essaie de faire, c'est évidemment de l'exercer le plus possible en lien avec les communes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, trop chiant, et je sais que ça tourne, et voilà. Donc si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Merci à vous. Des questions sur l'habitat. Il y a aussi tout le travail qui a été mené sur la CIN et la cotation, la gestion en flux. C'est pas sur 2022. C'était 23. Et qu'il y aura des effets très bientôt. Y a-t-il des questions? Une remarque, c'est pareil. Je pense parce que dans le temps que je suis équipe à cette table, mais je suis aussi acteur, c'est qu'on sent depuis que le projet a été créé de force. Voilà, c'est pas un projet, c'est un projet pour un super. Et à l'inverse, un stade de la commune et ensemble qui, les deux territoires sont nés d'un projet. Et nous, les acteurs de l'insertion, le social, on sent qu'il n'y a pas cette envie de travailler ensemble, les communes, et qu'on a du mal à faire venir les acteurs de l'insertion parce qu'il n'y a pas cette volonté au niveau du territoire. Oui, sur certaines communes, il y en a comme les Chines, comme Rolly qui commence, et puis nous qui souhaitent, et il y a toutes les suites. Donc voilà, il n'y a pas. Ce qui aurait fait, c'est ça. Donc on a un super territoire, un projet, il y a un dynamisme dessus, mais il n'y a pas de point d'évolution. C'est ça qui manque. Voilà. Juste là-dessus, et autant j'ai eu après un sujet, c'est que depuis maintenant un an, déjà dans la gestion des déchets, vertement, les sacs de compotage, les sacs, depuis un an, les fichons attendent quand même les sacs de déchets verts. Encore hier, on était relancé, on a rangé les sacs encore hier, on reçoit les déchets verts, donc là, c'est le moment là-dessus. Et le troisième bus, on a dessus. La marque propre là-dessus, c'est très bien là-dessus, un plan d'adeur est très important, mais malheureusement, déjà, la soupe Clichy n'est pas concernée par le projet de snow. Et l'intérêt général. L'intérêt général. L'intérêt général. Sur les sacs, c'est probablement le débat le plus important que nous avons mené entre élus et nous avons décidé de remettre les sacs. Oui, mais on a sur les sacs. Et on a sur les sacs.
système informatique en déchetterie, c'est-à-dire que si vous avez des agents de déchetterie qui ont un petit problème de mémoire, vous pouvez y retourner 4 fois de suite en l'espace de 3 mois et ils vous redonnent 10 sacs. Donc le but là, c'est que ce que moi je demandais, c'est que d'abord c'est des lots de sacs de 25 qui sont distribués aux gens, pour faire une saison normalement. On va essayer de les distribuer un peu autrement, notamment dans le pavillonnaire. Moi, j'aurais souhaité qu'on les distribue chez les gens, comme ça ils les ont. Et puis après, si jamais il en manque, ou s'il y a eu des erreurs de distribution, ils puissent venir soit dans une mairie, soit dans une déchetterie, parce que des fois les déchetteries c'est pas très proche en fonction des villes. Bon. Mais c'est pas la bonne solution au sac. On a essayé de commencer à mettre sur la table la discussion sur les bacs. Parce que franchement, ça nous coûte beaucoup d'argent, et ça coûte, en plus c'est une dépense au fonctionnement, et ça coûte beaucoup d'argent. Et ça pourrait être amorti, si on achetait des bacs, il serait amorti en 3-4 années. Voilà. Donc voilà, on a cette discussion, elle n'est pas tranchée, mais c'est vrai que ça les anime. Après, sur la remarque sur, c'est vrai que on sent sur le terrain que, oui, c'est une intercommunalité qui a été imposée. Donc, imposée à des gens qui n'en voulaient pas. Donc, du coup, avant de se mettre d'accord, enfin, il y a plusieurs processus, en fait, psychologiques. La première, c'est d'accepter, et c'est ça, je pense que ça a mis du temps, ça a au moins 5-6 ans. Après, une fois qu'on a accepté, il faut commencer à se faire confiance, à regarder ce qu'on peut faire en commun, et puis après, il faut qu'une fois qu'on s'est fait confiance, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que les gens maintenant se connaissent un peu mieux, acceptent de travailler ensemble, parce que de toute façon, il n'y aura pas de retour à la commune, ça c'est pas possible. Au pire, le PD peut disparaître pour devenir une entité de la métropole, mais ça restera une intercommunalité, enfin on restera en intercommunalité. Donc je pense que ce travail-là a été par un certain nombre de communes, a été maintenant digéré, et donc maintenant on peut commencer à essayer de travailler un peu mieux. Mais tant que le deuil n'a pas été fait, par rien comme ça, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on essaie de faire maintenant, et c'est vrai que évidemment c'est plus simple pour Clichy et Montfermeil qui ont cette aptitude à travailler ensemble depuis 1997, même si ça n'a pas été toujours facile au début. Mais évidemment, après, c'est pareil, on a appris à se faire confiance et puis à travailler ensemble. Bon, ben là, il faut un peu de temps. Peut-être pour rebondir sur le sujet, pas du mariage forcé, mais de cette sensation en fait de subir en fait une union pas désirée. Et on sent notamment sur le secteur du logement, en tout cas à Clichy, on a une vision qui est assez différente de celle qui est portée par la majorité entre guillemets des maires de notre territoire. Et on le ressent, on ne veut pas aller quelque chose dans nos villes. Je trouve que c'est dommage dans un territoire comme le nôtre qui a l'avantage finalement d'avoir une mobilité et des gens qui s'implantent dans les territoires parce qu'ils le veulent et pas parce qu'on a une force. Ça, c'était sur le logement. On l'a vu lors du CRHH et du vote des Clichychois qui était un vote pour le CRHH et différent du vote des élus de la communauté. Le sujet, c'est que j'en ai parlé hier avec des élus soi-disant de gauche du conseil métropolitain qui, même sur ce sujet-là, préfèrent voter avec leur maire de droite contre la position de Clichy qui est de dire qu'il faut construire du logement social partout et pour tous. C'est même pas un clivage, ça pourrait être un clivage gauche-droite, mais les élus des autres villes qui auraient dû voter avec nous pour dire qu'il faut plus de logement social partout, ont voté de la même manière que leur maire contre le logement social. Donc c'est
culturelle, d'une certaine manière, cette différence. Elle dépasse largement l'attachement ou pas au logement social. J'en ai parlé hier soir avec M. Manfredi, pour ne pas le nommer, pour essayer de comprendre son vote. Et il était incapable de me dire, probablement, pour ne pas montrer à ses futurs électeurs un jour qu'il a voulu défendre le logement social. Donc voilà, c'est un vrai sujet sur lequel on a un peu progressé quand même à travers le programme de renouvellement urbain, puisqu'ils ont accepté de signer la convention en rue dans laquelle ils s'engagent non pas à reloger, mais simplement à participer à la reconstitution de l'offre. Mais la réalité, c'est que concrètement, au-delà de la reconstitution de l'offre, c'est un sujet. Après, on avance quand même par petites touches. On voit le travail qu'on a mené, qu'on est en train de mener sur le futur contrat de ville et le chapeau intercommunal. Alors, on est très loin de 2022, sur le chapeau intercommunal, avec l'extension des contrats de ville à 3 villes supplémentaires dans le prochain contrat de ville. On arrive à embrasser dans un chapeau commun, il y aura ensuite les apports communaux, mais en tout cas le chapeau commun et l'Interco a très bien travaillé là-dessus. On a quand même une volonté politique qui s'élargit sur des sujets nouveaux, notamment dans les quartiers les plus fragiles de toutes les villes. Et la compréhension qui était la nôtre, qu'on essayait de faire passer depuis le début, c'est que les difficultés sociales ne sont pas imperméables et que personne n'est à l'abri d'avoir des populations fragiles et des quartiers qui se paupérisent. Enfin, on le voit, Neuilly Plaisance par exemple, et que probablement ne pensait pas avoir un jour un quartier en politique de la ville, et qui en a un maintenant, Pavillon qui en avait plus, qui en a à nouveau. Voilà, personne n'est à l'abri derrière les frontières communales de la paupérisation et ni de l'habitat insalubre et de l'habitat dégradé. J'en profite pour me réjouir, même si c'est lié aux compétences de l'Interco. Hier soir, l'Assemblée nationale a adopté de manière définitive le texte de loi sur l'habitat dégradé et avec quelques volets qui sont intéressants pour les copros en général, l'habitat insalubre en particulier et Clichy, notamment sur les DUP et l'accélération de la prise de possession d'immeubles ou d'appartements par des marchands de sommeil, sans enrichir le type marchand de sommeil, parce que un renforcement des capacités de confisquer un bien à un marchand de sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on libère Stéphane, qu'on ne pas libérer tard? Je libère. Alors, merci, monsieur. Si je m'appelle monsieur. Merci beaucoup. Olivier aussi, tu as décidé de venir à la table aujourd'hui. C'est une révolution. Un putsch. L'administration prend le pouvoir. Alors, comment on dit, on reprend la séance? C'est vous avez dit? Elle a été suspendue. Alors, nous allons reprendre la séance avec le morceau de bravoure de Samira sur les différentes parties du vote du budget et donc la preuve. Et comme maintenant nous faisons en même temps le vote du budget et la reprise des résultats, nous allons commencer par le compte de gestion et le compte administratif que je vais présenter en une fois et ensuite on passera au vote. Le présent diaporama a pour objectif de rappeler les principales lignes forces du budget 2024. Donc, nous allons procéder aux différents votes sur les résultats et les prévisions à l'issue de la présentation. J'attends juste qu'il y ait la première diapo. Donc, sur cette diapositive, la première, elle nous rappelle les résultats du compte administratif 2023. Et elle nous permet également de procéder à l'affectation des résultats, c'est-à-dire à l'affectation de l'autofinancement aux besoins de financement de la section d'investissement. L'excédent de la section de fonctionnement s'élève à 8,5 millions d'euros. Et si on y ajoute les restes à réaliser de cette section, on dégage une capacité de financement supplémentaire de 2,7 millions. Donc au final, le résultat global de cette section est de 11,2 millions d'euros.
Et comme en investissement, nous dégageons une capacité de financement de 3,7 millions d'euros, il ne sera pas nécessaire de procéder à la calculation de fonctionnement qui sera repris totalement en section de fonctionnement du budget primitif 2024. Alors l'autre ligne stratégique qui est le fruit de notre programme municipal est rappelée, c'est bien entendu le pouvoir d'achat des Clichéois, la poursuite de la transformation de la ville et l'amélioration des politiques publiques à destination des usagers. Donc le budget 2024 s'inscrit dans un contexte particulier, avec une inflation qui était forte et qui est toujours forte, même si elle a ralenti, une hausse de la population municipale depuis 2 ans et la poursuite du programme de rénovation urbaine des différentes années. Surtout, notre ville accueillera en septembre l'épreuve cycliste des Jeux paralympiques qu'il convient de préparer pour que l'événement se passe au mieux. Alors cette diapositive, c'est la plus importante, c'est la plus importante et elle présente les grandes masses ainsi que les conditions d'équilibre du budget. Donc la section de fonctionnement s'équilibre à 74,5 millions d'euros. Il est à noter que cet équilibre n'est permis que par la reprise de l'excédent de l'année N-1 et aussi de manière structurelle. Le budget annuel présente une impasse de 3,8 millions d'euros qu'il conviendra de réduire dans les années futures. Donc le solde de l'excédent sera totalement affecté au financement des investissements pour éviter le recours à l'emprunt. Et la section d'investissement est équilibrée à 35 millions d'euros. Donc les dépenses d'équipement représentent 27 millions d'euros et elles seront financées par l'autofinancement précédemment évoqué, par 5 millions de recettes externes, les subventions et l'FCTVA, et 11 millions d'euros de nouveaux emprunts. Donc l'encours de dette devrait dès lors progresser de 30%, soit 7,5 millions d'euros, et il atteindra en fin d'exercice 32 millions d'euros. Alors, pour ce qui est de la section de fonctionnement, donc, cette diapositive détaille les recettes de fonctionnement, les dotations qui représentent 56% des recettes et les impôts 40%. Donc les produits des services sont très faibles, 5% contre plus de 10% en moyenne nationale, ce qui traduit notre souhait de peu fracturer les usagers pour l'accès aux services publics. Donc la ville, elle maintient ses taux de fiscalité. La péréquation d'État augmentera de près de 5%. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, donc elles augmenteront de 4,1%, donc ce qui équivaut à 2,5 millions d'euros par rapport au PP 2023. Donc les charges de personnel en constituent la moitié, comme vous pouvez le voir sur le diagramme. Elles devraient progresser fortement en 2024, donc environ 5,8%, du fait des mesures nationales, des mesures internes et la réduction de la vacance des postes, puisque nous avons recruté plusieurs agents pour combler la vacance des postes que nous avions eu les années précédentes. Les charges générales devraient être plus maîtrisées avec la désinflation et il convient de noter la hausse du chapitre des dotations et subventions avec notamment plus de 200 000 euros pour le CCAS et la prise en charge des activités auparavant exercées par le CSID, plus de 230 000 euros. Les intérêts de la dette progressent de 300 000 euros du fait de la hausse des taux et de l'emploi. Pour ce qui est de l'équipement, des investissements, alors, l'effort d'équipement il reste très important, 29 millions d'euros avec les reports de l'année N-1. Il est largement supérieur à la moyenne des communes de notre strate démographique, donc 1 000 euros contre 350 euros. Et donc les diapos suivantes, elles les détaillent, et comme elles ont déjà été présentées lors du ROB, je parlerai que des plus importantes. Alors, je suis désolée, j'ai un souci avec mon ordi, je ne sais pas si y arrive là. J'en profite pour dire que j'ai dit une bêtise, je n'avais pas compris que ça présenterait en même temps compte administratif, compte de gestion et budget primitif. Donc,
Je pensais qu'on ferait d'abord compte administratif, compte de gestion et qu'on écluserait 2023 pour expliquer l'affectation de résultats. Donc c'est pour ça que j'étais un peu perdu en moment. Mais voilà. Ah, c'est l'écouter, tu avais donné. On m'avait pas prévenu. Alors, pour ce qui est des dépenses d'équipement, donc 10 millions sont prévus pour le projet PVC, il y aura 2,1 millions pour rénover le complexe Barbus, 1 million pour la reconstruction de la bibliothèque, 1,5 million pour le remplacement des modulaires de l'école Pasteur, 1,4 million pour aménager le local culturel des Génettes, 500 000 euros pour la rénovation thermique de l'école Paul Éluard, 400 000 euros pour la nouvelle halle de marché, et vous avez le détail dans le rapport. Donc certaines autorisations de programme seront réajustées pour prendre en compte les avancées réelles des travaux, et nous allons les retrouver dans la délibération numéro 6. Voilà pour cette diapo. Donc pour ce qui est du financement de l'investissement, comme nous l'avons déjà exposé, donc il y aura 11 millions d'euros de nouveaux emprunts qui seront mobilisés, 7,5 millions d'euros de subventions seront encaissés, et il est à noter qu'en moyenne, la ville voit en moyenne un tiers de ces investissements qui sont cofinancés. Alors, pour ce qui est de l'équilibre, donc on arrive à la dernière diapositive qui concerne les recettes d'investissement là-dessus. Donc elle présente les conditions de l'équilibre légal. Donc il est assuré quand le remboursement du capital de la dette est financé par des ressources propres. Donc nous remboursons 3,1 millions d'euros de dette en 2024. Nous disposons de 14 millions de ressources propres, donc 7,5 millions d'épargne, 4 millions de dotations aux amortissements et 1,9 million d'euros de FCPDA. Donc l'équilibre légal est largement garanti. Donc voilà en quelques diapositives une synthèse des grands éléments budgétaires pour lesquels nous allons pouvoir passer au vote. Alors, pour la première délibération qui est je voulais faire un petit rappel. Pour ce qui est du compte de gestion 2023, donc les comptes locaux ils sont tenus par deux acteurs, par donateur qui est le maire et qui tient la comptabilité budgétaire en partie simple, et le comptable public qui tient la comptabilité générale en partie double. À la clôture des comptes, il convient d'adopter les deux documents, en commençant par celui du comptable, en tout point identique à celui de la municipalité. Pour 2024, le résultat de la section de fonctionnement s'établit à 5,4 millions, auquel on ajoute l'excédent cumulé antérieur de 3,1 millions d'euros, ce qui nous amène à un résultat global de 8,5 millions d'euros. En investissement, l'excédent de l'exercice s'élève à 3,3 millions d'euros. Et après reprise du déficit N-1 de 1,3 million d'euros, le résultat global est de 2 millions d'euros. Pour celui-là, on peut rester pour le vote. Y a-t-il des questions sur le compte de gestion du secteur? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc on va, puisqu'on était deux à être ordonnateurs pendant la période 23, nous devons quitter la salle et donc Marianne, nous te donnons la présidence de séance pour faire voter le compte
Anne Jardin était arrivée et nous permettait de conserver le quorum, même en notre double absence, parce que le quorum se constate à chaque délibération et pas en début de conseil. Merci Anne, sinon on n'avait pas de compte administratif. L'affectation du résultat. Je le redis en mots. Donc, la section d'investissement présente un résultat général négatif appelé besoin de financement. Donc, c'est la capacité de financement si excédentaire. Donc, afin d'en assurer l'équilibre, il convient d'y affecter prioritairement le résultat dégagé par la section de fonctionnement qui constitue l'autofinancement. Le sol pourra être repris en fonctionnement et contribuera une ressource pour le prochain BP. Merci. Effectivement, il est important à retenir que tout ce qu'on a délibéré sur l'année 2023 sont des excellentes nouvelles, nous permettent d'avoir un excédent extrêmement important et nous permettent d'avoir un budget primitif 24 de qualité. Y a-t-il des questions, des remarques sur l'affectation du résultat? Je me vois qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. La délibération suivante sur le vote des taux d'imposition et comme nous nous étions engagés, nous n'avons pas les augmenter. Comme j'ai regardé un peu ce qui se passait dans les villes voisines, nous étions 4e avant 2024 et je pense que nous allons passer 3e compte tenu des augmentations assez importantes de nos villes voisines. Donc j'attends avec impatience le Parisien pour pouvoir photographier notre classement et montrer que nous sommes dans les 3 villes les moins taxées de la Seine-Saint-Denis. En rappelant le classement des dizaines d'années. Ah, on était 18e il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Alors, le vote des taux d'imposition 2024, donc le vote des taux est la politique qui permet d'associer les habitants et les contribuables au choix budgétaire de la municipalité. Donc, la taxe foncière sur les propriétés bâties est désormais la seule ressource fiscale d'importance dont les conseils municipaux gardent une liberté pour moduler le taux. Et donc pour 2024, conformément à notre stratégie fiscale qui vise à préserver le pouvoir d'achat des Clicquois, les taux communaux seront maintenus au niveau de ceux de l'année précédente. Ainsi, 32,89% pour la taxe foncière du bâti et 23,45% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Néanmoins, les valeurs locatives servant l'assiette à l'impôt seront revalorisées de 3,9%. C'est une décision nationale qui nous échappe, on n'est vraiment pour rien. Et donc, il est à noter que le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères passera de 8,83% à 7,35%. Donc, au final, la cotisation individuelle devrait être quasi stable pour le contribuable, puisqu'il y a une légère augmentation de plus 0,2%. Merci. Et comme l'a dit Stéphane lors de la présentation, dans le même temps, la TOM baisse de manière significative pour les Clicquois. Donc globalement, tout ça sont des bonnes nouvelles. Y a-t-il des questions sur la vote des différents taux? Non. Je le vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On revient donc au budget primitif 2024. Oui, rapidement, une petite synthèse. Donc, le budget primitif, c'est le document de prévision de l'action municipale pour l'exercice qui vient. C'est un document technique qui permet de respecter les règles budgétaires et comptables. C'est un acte politique qui précise le mode d'affectation des ressources. C'est un document qui est structurant pour l'administration car c'est un acte d'autorisation qui encadre l'action des services. C'est aussi un outil de communication qui offre l'occasion de réaffirmer la vision et les objectifs stratégiques de la collectivité. Donc, le budget 2024 s'élève à 74,6 millions d'euros en fonctionnement et 28,7 millions d'euros en investissement. Merci. Sur cette délibération la plus importante ou presque de la soirée, y a-t-il des questions, des remarques? Non. Ceci au remerciement du... Peut-être une petite remarque sur le budget qui effectivement est un acte politique assez fort puisqu'il
Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Effectivement, le budget, comme ça a été rappelé par Samira, est dans la continuité, notamment sur les questions d'efforts sur le pouvoir d'achat des Clichy-Choix, mais aussi celui du développement des services publics avec un chantier phare, celui de l'école, du pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier, dont vous pouvez commencer à deviner l'avancement du chantier. Et je rassure ceux qui s'en inquiétaient de voir disparaître l'école de leur enfance, nous n'irons pas plus loin en termes de démolition que ce que vous avez vu tomber jusqu'à présent. Le petit bâtiment devant, un tout petit bout de l'école maternelle, et tout le reste ne sera que de la réhabilitation et la création d'un grand espace d'entrée accueillant pour les enfants à l'intérieur du pôle éducatif. Et puis dans les autres projets, c'est la halle sportive, notamment à l'école, au gymnase Henri Barbus, qui sera celle-là livrée bien avant le pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier, qui est un chantier de quelques années encore. Et comme je l'ai dit aussi hier lors de la rupture du jeu, nous avons aussi la finalisation de la salle associative dans le centre commercial, dans l'ancien centre commercial des Jeunettes et dans le nouvel immeuble livré dans les Jeunettes qui sera terminé en cours d'année. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité sur le budget 2024. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours qu'un maire a l'unanimité sur un budget. Donc merci à l'ensemble des élus. Merci Samira et merci à l'administration qui a beaucoup travaillé et aux élus qui ont fait tous un effort pour rentrer dans un budget qui est bien évidemment contraint. Les APCP, Samira toujours. Annuel de l'action municipale. Pour autant, nos projets ont une perspective beaucoup plus longue. Donc, afin de concilier les deux, la réglementation a mis en œuvre les autorisations du programme et les crédits de paiement. Donc, c'est un outil d'anticipation au service de la stratégie, car elle intègre le long terme. Donc, techniquement, le Conseil adopte par délibération séparée les enveloppes globales pluriannuelles des projets, ainsi que la part qui sera effectivement budgétée sur l'exercice des CP. Et donc la collectivité a voté 18,3 millions de CP pour l'exercice 2024, soit 17% de l'enveloppe d'AP de 110 millions d'euros. Donc au-delà des ajustements liés à l'évolution des calendriers de travaux, une nouvelle AP est créée sur le LRU du bois du temps. Donc AP de 1,1 million d'euros et 140 000 euros de crédit de paiement pour 2024. Des questions sur ces APCP? Est-ce qu'on a la continuité de ce qu'on a vu les années précédentes? Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le rapport du FSRIF. Comme chaque année, la ville rend compte de l'utilisation de ce fonds qui vise à contribuer à améliorer les conditions de vie dans les communautés qui font face à des charges particulières compte tenu des besoins sociaux de leur population et qui ne disposent pas des ressources fiscales suffisantes. Donc en 2023, la ville a été classée au premier rang des communes et elle bénéficiaire et elle a perçu 5,5 millions d'euros. Sur le FSRIF, c'est formel. Je me vois qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Restructuration justement du pôle éducatif Paul Vaillant-Couturier, il y a une subvention de la région de France et un avenant à la subvention. Participer au financement du projet de restructuration du groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier au titre de son enveloppe réservée dans le cadre du programme régional en faveur du développement urbain. Et
donc la ville s'est vu attribuer une subvention de 2 130 000 € en 2023 et la ville a souhaité que l'enveloppe totale soit affectée à cette opération, ce qui porte la subvention à 4,1 millions d'euros, donc à plus 1,9 million d'euros. Donc le Conseil doit donc approuver la convention de financement. Des questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Dans l'absence de Mehdi, je vais présenter la délibération suivante, à moins qu'il y ait le pouvoir de Mehdi. Le document, je vais faire un. Alors, donc, comme vous le savez, nous avons un centre de ressources à la direction de la vie associative et des quartiers, à la DIVAC, et l'association Hello Asso est une association qui permet de soutenir les associations et d'avoir accès à un certain nombre de ressources, de tutoriels pour nos différentes associations. Et donc, il est proposé de signer un partenariat entre la ville et Hello Asso qui permettra à nos associations d'avoir accès à un certain nombre d'applications et d'accompagnement à ces associations. C'est une convention d'âge. Oui, c'est bien, c'est gratuit, c'est encore mieux. D'accord. Donc, je vous propose de signer cette convention entre la ville et Hello Asso. Il y a des questions? Je le vois qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors la délibération suivante est la convention d'objectifs entre le centre social Tout Couleur et la ville de Clichy-sous-Bois. Vous connaissez les actions multiples du centre social Tout Couleur, avec son implantation allée de la Chapelle, donc à la fois des activités en direction des familles, des activités en direction des mères de famille, des activités en direction des enfants et des jeunes, avec une activité, mais qui n'est pas la seule, celle du projet Oxygène, mais des actions en permanence visant à développer le lien social. Tout Couleur est une structure de centre social, et donc nous vous proposons de signer la convention et d'attribuer une subvention de 94 000 € au centre social Tout Couleur. La convention est sur 3 ans, le montant total est de 282 000 €, mais le montant annuel 2024 est de 94 000 €. Y a-t-il des questions? Bon, je me vois, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci beaucoup. Alors nous avons une série de délibérations de déclassement du domaine public dans le cadre de la ZAC du Bas-Clichy pour les opérations de Balzac 1, donc celles qui sont en face de la pelouse de l'opération Pelouse Sud 1. Donc c'est des nouvelles opérations qui vont se développer côté du Chêne Pointu et non plus du côté de la Lorraine. Et donc nous devons déclasser du domaine public la parcelle AM04 d'une superficie de 250 m² au profit de Grand Paris Aménagement. Y a-t-il des questions? Je me vois, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Ensuite, nous avons préempté un bien allé des tanneurs dans le hameau, puisque une personne malheureusement a dû voir son bien vendu au tribunal. Le bien a été acheté
extrêmement vaste. Et dans notre inquiétude et nous avons essayé d'avoir un contact avec cette personne qui a acheté le bien, elle était à l'étranger, et de notre petite expérience d'éventuels marchands de sommeil, nous nous sommes portés acquéreurs de ce bien dans le cadre d'un partenariat avec 3F, et donc nous l'avons acheté, mais nous savions que nous allions le revendre immédiatement à Immobilière 3F. Immobilière 3F étant devenu le bailleur du hameau, puisqu'elle a racheté le domaine de Domnis. Et dans la mesure où la personne qui avait mis la dernière enchère n'a jamais répondu à nos appels, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout de cette mesure. D'ailleurs, elle ne s'est pas manifestée depuis, donc je pense que nous avons eu raison d'agir ainsi, c'est que cette personne n'avait aucune envie d'avoir des contacts avec nous, et nous avons évité probablement d'avoir quelqu'un pas forcément très attaché au territoire local, voire qui allait évoluer dans de mauvaises conditions. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de revendre ce bien à l'immobilière 3F. Nous n'avions bien sûr pas l'intention de le garder, et nous n'aurions probablement pas préempté si nous avions pas eu un accord préalable avec 3F pour acheter ce bien immédiatement. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. La convention traditionnelle sur le bucco-dentaire, Jamila. Alors la délibération que vous connaissez bien maintenant, c'est l'approbation de la Convention d'objectifs et de moyens 2023 concernant la prévention bucco-dentaire avec le département de la Seine-Saint-Denis. Les actions de prévention et de soins bucco-dentaires sur la ville sont organisées avec le concours de la CPAM et du département de la Seine-Saint-Denis. La contribution du département au titre de l'année 2023 s'élève à 7 042 € et couvre des actions en direction notamment des centres sociaux, des écoles et des PMI. Le conseil municipal est donc invité à approuver la convention d'objectifs et de moyens proposée par le département de Seine-Saint-Denis et le maire à la signer. Merci. Y a-t-il des questions sur cette traditionnelle convention entre le département et nous sur la prévention du commentaire? Non, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous allons passer, maintenant que nous avons un budget, nous allons pouvoir délibérer sur les subventions aux associations sportives. Il y a eu un travail de fait avec l'Office municipal des sports, le service des sports, pour préparer ces délibérations. Et je passe la parole à Alan. Je remercie mon sportif de sa présence. Et donc, tu les prends une par une et je fais voter? Ok. Et si quelqu'un est président, vice-président, trésorier d'une association, vous me le dites avant que vous ne participez pas au vote. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, avant d'énumérer les subventions, comme chaque année, je voudrais remercier les présidents de club, les bénévoles, les acteurs, Françoise. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous accordez pour le bon déroulement de nos activités sportives. Avant de commencer cette série de délibérations, je voudrais aussi indiquer que le service des sports a notamment rénové tous les 2 jours en 2023. Nous avons aussi, je fais un peu de publicité, mais l'inauguration de notre terrain de basket 3-3 le 21 avril, dont vous êtes tous invités. Et puis, nous pouvons commencer à distribuer les subventions. Vous êtes bien d'accord? Je les énumère et j'indique le montant. Ouais. Ok, super. Donc, Morning City, 80 000 €. Judo Club de Clichy-sous-Bois, 15 000. Attends, je fais votre achat. Ok. Donc, Taekwondo, 80 000 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, Judo Club de Clichy-sous-Bois, 15 000. Des questions?
Contre, abstention, unanimité. Elena Exemple Club Jimmy. Question, contre, abstention, unanimité. Le bel accent. Luchu Sportif Club 7000. Question, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. JJB Clichy-sous-Bois 5500. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Bourse française Société de Cannes et Bourse française donc 4000. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Donc on passe au sport collectif. Le football, Association Union Football Flichois 92 100 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Futsal Clichy en salle donc 11 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. CMS Basket 15 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Donc on passe au sport individuel. Musculation, donc Clichy-sous-Bois Sporting Club pour 35 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Tennis Club Clichy-sous-Bois 25 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Gymnastique volontaire CSB 8 000. Alors, Marie-France de Prince ne prend pas part au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Donc l'athlétisme Athletic Club 8 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Tir à l'arc en compagnie d'armes de Clichy-sous-Bois 3 500 euros. Roger. Je ne prendrai pas part au vote. Ok, merci. Donc Roger Kaiser ne prend pas part au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Donc la natation cercle des nageurs Clichy-sous-Bois 15 000 euros. Contre, abstention, unanimité. On a pas mal de catégories et là c'est sport nature. Donc randonnée pédestre, CRTC Agile 6 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Club canin Clichy-sous-Bois 4 000 euros. Contre, abstention. Oui, il y a toujours le parc de la Vierge. La poule Clichy-sous-Bois 3 000 euros, c'est la pétanque. Et c'est le week-end. Si, je les ai vus les jours. Dimanche et samedi matin. Ils sont au côté de... Il y a un enclos qui tire là. Oui. Pardon. Il y avait des questions sur les chiens. On était à la boule, je crois. On n'a pas voté sur la boule. 3 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et club sportif, le sport scolaire. C'est ça. Donc association sportive Collège Roland 1 000 euros. Contre, abstention, unanimité. Association sportive Collège Robert Douaneau, 1 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. On passe au collège Louis Michel également 1 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Lycée Alfred Nobel 1 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Officine municipale des sports 7 000 euros. Donc l'OMS, des questions, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Contrairement à l'EPT, nous ça se passe bien avec le club de Livry-Gargan, club de rugby, donc c'est pas un mariage forcé, c'est vraiment une jolie relation et un mariage heureux. Donc une subvention de 2 500 euros. C'est vrai qu'elle est heureux. Mais c'est bien qu'on ait ces partenariats. Moi, j'ai pas trop l'esprit de clocher et je pense que plus on développera de partenariats avec le club, et on en a reparlé avec Pierre Martin, on a aussi un sujet entre le water polo et notre club de natation, et je pense qu'on doit pouvoir, dans les années qui viennent, conclure un partenariat entre nos deux clubs pour développer le water polo. Je trouve qu'on manque de sport collectif quand même dans notre petit livret, là, 2 fois du foot, seulement le basket, même si. Et beaucoup de sports de combat, donc je pense qu'on a un sujet de développement de sport, de quelques sports qui manquent, même si on sait que c'est compliqué, qu'on n'a pas pléthore de gymnase et que ce serait encore plus compliqué si on avait du hand, du volley ou autre activité, mais ça serait bien qu'on les retrouve dans nos pratiques sportives. On
J'en profite moi aussi pour remercier l'ensemble des bénévoles des clubs sportifs et le service des sports. Et pour vous dire qu'on travaille d'arrache-pied. Je remercie les services pour l'accueil des Jeux paralympiques et de l'épreuve paracyclisme. Samira en a parlé. Nous avons eu la confirmation ce matin dans une réunion avec Tony Estanguet que cette épreuve se tiendra bien sur le territoire de nos trois villes malgré les difficultés et nous allons continuer à y travailler d'arrache-pied. Je vais essayer de tourner les pages. Et nous reprenons à la délibération 38 sur le régime indemnitaire des deux agents. Le régime indemnitaire avec la mise à jour du régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de l'IFSED. Donc, lors de l'entretien de contrôle de gestion, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a mis en exergue une inégalité dans la délibération relative au RIFSED, notamment son article 5. Donc, en effet, cet article prévoit le maintien du versement du RIFSED et en cas de congé longue maladie, ou de congé longue durée. Or, réglementairement, le RIFSED n'a pas vocation à être maintenu en toutes circonstances. Donc, à cet égard, elles ne peuvent le faire que dans le respect du principe de parité, de sorte qu'elles ne peuvent prévoir un régime de maintien plus favorable que celui dont bénéficient les agents de l'État, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Aussi, afin de se remettre dans le cadre adéquat à la notification du rapport d'observation définitive, il est proposé de modifier notre cadre indemnitaire afin de ne pas pénaliser démesurément les agents. Donc, cette décision, elle prendra effet le 1er juillet 2024 au moment de la mise en œuvre de la prévoyance à laquelle les agents concernés seront en capacité d'adhérer. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ça m'ira encore. J'en ai parlé juste avant, concerne l'adhésion à la convention de participation qui est souscrite par le CG pour le risque prévoyance. Donc il y a une assurance prévoyance. Une assurance prévoyance, ça permet de se protéger contre tous les risques liés à la personne. Elle couvre les risques lourds tels que le décès, l'incapacité, l'invalidité et la dépendance. L'ordonnance du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs dans les secteurs de la santé et de la prévoyance à compter du 1er janvier 2025 avec une participation minimale de 7 €. Et donc la convention de participation du CIG avec Territorial Mutuel est d'une durée de 6 ans et elle permet de s'exonérer de mise en concurrence et de disposer de prêts attractifs. Donc, il est proposé d'adhérer à ce contrat collectif dès le 1er juillet 2024 et d'établir le niveau de participation à hauteur de 50% de la cotisation de l'agent. Donc la base des garanties, elle intégrerait le taux du traitement indiciaire brut, la NBI et le régime indemnitaire, en laissant bien entendu le choix aux agents qui le souhaitent de prendre des garanties optionnelles complémentaires. Donc le coût estimé annuellement pour la collectivité s'élève à 340 000 € dans l'hypothèse où la moitié des agents adhéreraient à cette prévoyance. Donc pour ces derniers, le reste à charge serait en moyenne de 35 €. Voilà pour cette délibération. Merci. Merci. Vous avez compris, il s'agit d'une vraie mesure sociale que nous prenons en avance d'obligations légales pour accompagner nos agents sur des problématiques de santé et avec, comme toute mesure sociale, de l'argent dépensé, mais bien dépensé en faveur de nos agents. Y a-t-il des questions? Non, je me vois qui est contre,
prenons acte d'en avoir eu cette présentation. Je mets au voie le fait que nous prenions. Donc, nous avons tous eu cette présentation. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous l'avons eu. Et donc, la dernière délibération est un retour de compétences. Samia. J'espère que bien. Deuxième par rapport. Donc, comme l'a validé, cette délibération concerne la restitution de la compétence optionnelle cimetière et révision du statut. Donc, le CIFUREP, le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, avait mis en place une compétence optionnelle cimetière qui était relative à la création ou transfert des cimetières communaux existants, leur aménagement, leur agrandissement et leur gestion administrative et technique, à l'exclusion de la police des funérailles, et ce conformément aux dispositions du Code général des collectivités. Il y a une seule commune qui a répondu à cet appel, c'est la commune de Vétaneuse, et puis le retour d'expérience a montré qu'il y avait beaucoup de soucis au niveau de la gestion et de la surveillance des cimetières. Et donc, vu qu'une seule commune a répondu à cet appel, le comité syndical du CIFUREP a délibéré à l'unanimité afin de restituer la compétence transférée. Merci. Y a-t-il des questions? Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. D'humour pour une délibération qui avait été retirée au conseil précédent et que nous remettons cette fois-ci. Tout à fait, monsieur le maire. Donc, je vais proposer d'accord avec l'entreprise GIEC. Premièrement, l'autre GIEC, c'était notre maîtrise d'œuvre qui a été qu'on avait signé un contrat cadre en décembre 2021. Et on avait confié l'étude littéralement de gymnase en Barbus et la réalisation de la sportive. Donc depuis, bien sûr, il y a eu plein de choses qui sont passées. Il y a eu les jeux qui arrivent, il y a eu la construction de l'Airbnb, donc la parking. Donc il fallait qu'on revoie leur mission. Donc, à repenser notre organisation de travaux. Mais donc, on avait signé en 2021 donc, un contrat cadre de 1 an ou l'autre, 3 ans, dans l'annonce de l'événement, mais la Ligue a souhaité arrêter son partenariat avec le GIEC, donc en novembre 2022, puisque nous n'étions pas satisfaits des prestations qu'ils nous faisaient. Donc voilà, et puis depuis 2022, il y a eu des prestations complémentaires sur lesquelles on doit faire des ajustements des montants honoraires, et que donc, les deux parties ont accepté d'établir un protocole d'accord traditionnel. Donc aujourd'hui, le protocole que nous vous proposons, c'est que il y a une augmentation de 204 000 € TTC. Jusqu'à ici, donc, on a payé les factures ont déjà été pour un montant de 218 000 €. Donc il reste un passage aujourd'hui de 93 000 € que nous proposons d'approuver ce protocole pour qu'on puisse signer, qu'on puisse verser et terminer l'opération VRD, la sportive avec notre GIEC. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur ce protocole transactionnel? Je le mets au voie. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La délibération suivante est pour une classe transplantée. D'ailleurs. Alors, effectivement, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les 2 organise un projet avec une classe d'ULIS et une classe de CM2 à la base de loisirs de Champs-sur-Marne du 2 au 3 avril. Donc, sont concernés 27 élèves, dont 12 en situation de handicap, encadrés par 6 accompagnateurs, 2 animatrices de vie, 2 enseignantes et 2 bénévoles. Ce projet se fonde sur la représentation de l'école inclusive, à laquelle nous sommes particulièrement attachés et investis. L'encadrement pour les activités spécifiques, telles que la voile, le canoë ou l'escalade, sera assuré par des éducateurs de l'UFOLEP 93. À savoir que l'hébergement est gratuit pour les écoles du 93, donc à Sainte-Saint-Denis. La cité éducative prend en charge les sacs de couchage et les oreillers.
La ville d'Auchy-sous-Bois finance, elle, un quart afin d'assurer le transport, ainsi qu'une partie d'encadrement par la mise à disposition de 2 animatrices. Et afin de limiter la participation demandée aux familles à hauteur de 5 € par élève, il est proposé que la ville verse également une subvention à la coopérative de l'école pour permettre l'achat de denrées alimentaires pour ce séjour. Il est donc habilité au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 500 € à l'école PDC2 pour ce projet, une base, un champ à la découverte des sports. Des questions? Non? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de désigner un secrétaire de séance. Un flash d'un seul coup. Et donc, ça sera Cyril Dangereux. Il est en train de se refroidir là. Je vais vous présenter les 2 dernières délibérations en une fois, si vous en êtes d'accord, sur les séjours jeunesse et enfance de cet été. Vous savez, comme vous le savez, en octobre, nous avons décidé de signer une convention de séjour avec l'association BVL et donc nous allons travailler avec eux, pas de manière unique, mais presque, pour les séjours de cet été, pour un montant total de 331 684 €, montant qui a bien sûr été inscrit au budget prévitif que nous avons voté tout à l'heure. Cette enveloppe va nous permettre de faire partir 372 enfants de Clichy de 4 à 17 ans, répartis comme suit: 248 enfants de 4 à 12 ans et 124 enfants de 12 à 17 ans, sur des séjours de qualité, des séjours à la campagne, des séjours à la mer, des séjours à la mer avec de la voile, des séjours multi-activités en Dordogne, des séjours escalade en Isère et en Savoie, escalade et multi-activités. Pour les plus grands, comme tous les ans, des séjours linguistiques de 10 jours en Irlande, dans un très bel espace. Un séjour de surf pour les plus grands aussi à Mimizan dans les Landes, un séjour multisport en Dordogne, un séjour multi-activité montagne en Savoie, un séjour multi-activité mer à la Trinité-sur-Mer, et nous avons aussi, comme nous le faisons depuis quelques années maintenant, un séjour de summer camp, préparation de la terminale, de 7 jours pour des jeunes de 16 à 18 ans. Nous avons aussi, en dehors de la convention avec BVL, des séjours football dans le cadre écolo et des vacances apprenantes, et qui est confié à un autre prestataire. Et puis au-delà de ça, nous avons un certain nombre de séjours directement pris en charge par nos services, des mini-séjours, notamment par les centres de loisirs, et des séjours directement pris en charge par la maison de la jeunesse. Et nous travaillons à la remise en route de séjours autonomes pour les majeurs, mais ce n'est pas l'objet de cette délibération. Nous allons devoir délibérer sur les montants des séjours. Bien évidemment, le montant que les Quichois paieront pour ces séjours est très inférieur au prix réel des 331 000 € que nous avons budgété ici, divisé par le nombre d'enfants. Et nous avons donc différencié un tarif au niveau avec un taux d'effort, comme nous l'avons mis en place. Et donc personne ne paye le tarif maximum. Le séjour le plus cher à la journée est le séjour linguistique. Pour les personnes avec les plus faibles ressources, il faut imaginer que le tarif du séjour linguistique est de 5 € par jour, et pour le tarif maximum, 22 € par jour sur le séjour linguistique. Sur les séjours classiques, on est à 2,56 € par jour pour le tarif le plus bas, 11,14 € pour le tarif le plus haut. Et les tarifications des séjours au forfait pour la famille: 5 jours 20 €, 6 jours 30 €, 7 jours 40 €. Donc nous avons évidemment une subvention importante de l'État dans le cadre des colos apprenantes, avec 2
une subvention que la ville touche en direct ou une subvention qui est versée directement à l'organisme et qui nous fait un tarif réduction faite des subventions exceptionnelles des dispositifs colo apprenantes, qui est un dispositif que l'État et le gouvernement ont maintenu depuis la fin du Covid et qui nous permet d'obtenir des tarifs extrêmement intéressants pour nos enfants. Donc voilà la double délibération retenait 372 enfants de 4 à 17 ans qui pourront partir en vacances cet été, nonobstant tous ceux que nous accueillerons dans nos centres de loisirs dans la période estivale, plus Tichy-Plage bien évidemment qui sera maintenu avec des opérations particulières pour les enfants. Je redis, par exemple, si les familles paieraient elles-mêmes le séjour linguistique en Irlande, elles paieraient 2150 €. Et si vous faites la multiplication, pour celles qui vont payer le plus cher, elles vont payer 222 €. Donc je pense que notre effort est significatif. Vous avez faim? Non. Je voudrais gigoter. Ah, pardon. Mais c'est des délibérations importantes. Je pense qu'on peut être fier de notre politique de tarifs et de permettre à autant d'enfants de partir en vacances à un prix aussi bas. Des questions? Non. Je vais ouvrir la première délibération, celle du montant total et l'avenant entre nous et l'EBL. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et la deuxième délibération sur les tarifications exceptionnelles, je ne vous ai pas parlé, il faudra qu'on redélibère du séjour solidaire en Algérie. Nous ferons une délibération spéciale, même si nous nous alignerons sur les tarifs du séjour linguistique. Des questions? Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci encore. Cette fois-ci, c'était bien la dernière délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions municipales que j'ai été amené à prendre au titre de l'article 21, 22, 22 du CGCT? Non. Eh bien, vous pouvez aller manger et vous réchauffer. Je vous fais